Bonjour, c'est le week-end. Vous êtes bien au cœur de l'action avec Jean Leonetti. Toutes les semaines, on détaille l'actualité d'Antibes-Juan les Pins. Aujourd'hui, on parle de jardins, d'espaces verts et des arbres dans la ville. En fin d'émission, vous allez découvrir quel est le lien entre Antibes et un célèbre humoriste que vous connaissez tous. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Aujourd'hui, on parle jardin, espace vert. Et quand on regarde l'évolution récente des jardins sur la ville d'Antibes, il y a quelques dates clés, notamment en 2017, où la ville arrête complètement d'utiliser les produits polluants, passe au zéro phyto. Je crois que c'est une des premières villes à le faire dans le département. Et en plus, elle s'arrête aussi d'aménager des pelouses et de les arroser. Est-ce que c'est une prise de conscience écologique d'un changement climatique qui a commencé, qui est en cours? Qu'est-ce qui vous amène à apporter ces changements? D'abord, les jardins, ils sont en un lieu et dans un climat donné. La pelouse anglaise, bien que les premiers jardins qui ont été faits sur la Côte d'Azur ont été faits par les anglo-saxons, c'est pas adapté à une situation de ce type. Et puis on a bien vu que dans ce contexte-là, on avait besoin de moins d'eau et de plus d'ombre. Et donc moins d'eau, plus d'ombre, ça veut dire plus de jardins, mais avec une gestion différente. Et une des gestions différentes, c'est qu'au lieu d'asperger des pelouses entières qui sèchent au soleil estival sur la Côte d'Azur, mais on a mis du goutte à goutte, on a mis des espèces qui étaient moins utilisatrices d'eau, et puis enfin on a réutilisé les eaux usées. C'est la ville d'Antibes qui est la première de France à faire cette technique, récupération des eaux usées. On a économisé ainsi 140 000 mètres cubes d'eau, ce qui est une écologie et une économie. Ça, c'est un épisode qui vient suite à un gros épisode de canicule où le préfet interdit l'arrosage. Et là, on est un peu au pied du mur et vous trouvez cette solution. Oui, puis on a la chance de travailler avec l'Institut national de recherche agronomique et avec eux, on avait déjà réfléchi au jardin méditerranéen. Le jardin méditerranéen qui a cette caractéristique qu'on retrouve tout autour de la Méditerranée, où il y a une forme d'irrigation, il y a une forme aussi de type de plantes, et puis il y a une diversification, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les plantes sont fragiles et que si on plante par exemple, exactement la même essence partout, le jour où vous avez un problème avec cette essence, vous avez des difficultés. Regardez ce qui nous est arrivé avec les palmiers, regardez ce qui a failli arriver avec les oliviers. Donc il faut la diversification pour avoir une sécurité que l'arbre qui est planté ne va pas du jour au lendemain être en difficulté, non pas uniquement par la sécheresse, mais aussi par des nuisibles. Vous avez décidé de réaliser 20 jardins, vous en êtes à 22. Le projet, c'était de mettre en jardin à 10-15 minutes à pied de chaque groupe d'immeubles, donc de gens qui vivent dans des immeubles collectifs et qui ne disposent pas de jardin personnel. Vous avez abouti dans ce projet ? On est à 22, on fera 25 à la fin de ce mandat, mais il y a jardin et jardin. Le jardin qui est en ville, le jardin Foch par exemple, qui est en ville, c'est un jardin urbain. Donc bien entendu, il y a de la fraîcheur, il y a des bancs, il y a un espace dans lequel tout un chacun peut venir poser 5 minutes, surtout en période de sécheresse et de canicule. Il y a des jardins partagés. Quand on fait ensemble sur une parcelle, c'est tomates. Et donc c'est un des éléments qui a beaucoup d'engouement à l'heure actuelle, parce que les gens ont besoin de retrouver une forme d'authenticité, puis en même temps une forme de convivialité. Et puis il y a les jardins qui vont jusqu'à une forêt urbaine, dans lequel on n'est pas dans un jardin organisé, pas dans un jardin à la Versailles, pas dans un jardin français, dans un jardin dans lequel la nature reprend ses droits. Et on a 2 grands projets de forêt urbaine de 1,5 hectare, dont le prochain va se développer sur les Combes. Je reviens sur le jardin Foch, c'est une parcelle en plein cœur de ville où vous aviez la possibilité de construire, de laisser construire un immeuble en tout cas. Et vous faites le choix d'y faire un jardin. Ça coûte cher de ce genre de décision? Ça coûte cher de faire des jardins? Oui, c'est un choix onéreux parce qu'un terrain sur lequel on peut construire, qui appartient à la ville et sur lequel on décide de faire un jardin, eh bien c'est une moins-value pour la ville. Donc effectivement, depuis une dizaine d'années, on a consacré à des jardins. Il y en a un qui est pas loin, celui de la médiathèque,
Chapdelac, Aimé Césaire, on pouvait urbaniser. Mais on a deux intérêts à faire ça. Le premier, c'est de donner des îlots de fraîcheur à l'intérieur de la ville, et le deuxième, c'est de donner un aspect de paysage qui n'est pas dur, qui n'est pas uniquement des façades de béton, et qui donne des aérations à l'intérieur de la ville. C'est la raison pour laquelle il faut en faire partout. Alors c'est facile de dire, au Cap, mais bien sûr, le Cap il est préservé, il est végétalisé à 90%, donc c'est pas là que ça a un intérêt particulier. Mais c'est surtout dans le milieu urbain que le jardin a un intérêt. Et puis il faut, je dirais, des espaces beaucoup plus larges que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les forêts urbaines, dans lesquelles on se retrouve dans une forêt. Et il ne faudra pas là demander à ce qu'il y ait la petite pâquerette qui soit au bon endroit. C'est un retour d'espace nature, et ce retour espace nature, non seulement il a un bénéfice pour le citoyen, mais il a un bénéfice aussi sur la biodiversité. On a mis en place un atlas de la biodiversité sur la ville d'Antibes. On est assez surpris de voir combien d'espèces d'oiseaux existent sur la ville, combien de rongeurs, de petits animaux peuvent continuer à vivre. Il faut qu'ils puissent continuer à vivre, et il faut qu'ils aient des continuités de végétalisation pour pouvoir effectivement ne pas se retrouver confinés dans un espace restreint. En 25, vous avez débuté la forêt urbaine de l'îlot Raybaud. Quels autres projets de jardin vous avez pour cette année? Alors cette année, on vient de se trouver avec des troisième type de jardin, c'est le jardin d'enfants. Le jardin d'enfants, c'est un lieu de grande convivialité, et nos jardins d'enfants ont beaucoup de succès. Et on va inaugurer cette semaine un jardin d'enfants. Alors là, il y a des caractéristiques, il faut que le sol soit souple, il faut qu'il y ait une sécurité, il faut qu'il y ait des jeux qui fassent que, selon les différentes nages, les enfants s'y trouvent bien. Et puis, il faut un espace protégé, à la fois des intrus et protégé aussi que l'enfant ne puisse pas partir. Donc, l'endroit est forcément clôturé pour que les parents viennent avec leurs enfants, mais ils se sentent en tranquillité et en sécurité. À Antibes, on coupe des arbres comme dans toutes les villes parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont vieilli. C'est pas des décisions qui sont prises sans faire appel à des experts, non. Je crois. Ce sont des décisions qui souvent font réagir la population, mais derrière, systématiquement, on replante. Souvent, on replante plus, je vais vous laisser me le dire, et on replante différemment. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe avec les arbres? J'ai deux histoires d'arbres. Il y avait un arbre qui traversait le marché provençal. Cet arbre, un jour, on vient me dire qu'il va mourir et que donc il va tomber. Voilà. Donc un arbre qui tombe, il tombe peut-être sur quelque chose, mais peut-être aussi sur quelqu'un. On l'a coupé. Quand on l'a coupé, on a vu qu'à l'intérieur, l'ensemble de l'arbre avait été détruit avec un énorme trou à l'intérieur, et donc il était effectivement éminemment dangereux. Je me souviens de la polémique sur les réseaux sociaux, on tue l'arbre du marché provençal. Je pense qu'il y a un problème de sécurité qui prime sur le problème de l'esthétique. Mais quand on a planté 2500 arbres dans les périodes récentes, on s'aperçoit qu'effectivement on en plante plus que ce qu'on en détruit, fort heureusement. Le dernier qu'on a détruit, c'était celui à l'entrée d'un baby gym du côté de Juan-les-Pins, où on a eu la même polémique. Un arbre qui penche, qui est près de l'endroit dans lequel des enfants rentrent. On va le couper, oui, on va le couper. Donc on va continuer à avoir cette politique de planter et de replanter, et de planter différemment. On revient au micocoulier, parce que c'est un arbre qui est solide, plus solide que le platane, par exemple, qui est aussi un arbre méditerranéen, et qui apporte assez rapidement un ombrage significatif. Pourquoi on plante des arbres jeunes, en fait? Parce que souvent, c'est la remarque qui est faite. Oui, voilà. Alors, bien sûr, on abat des arbres qui sont vieux parce qu'ils sont dangereux, et on plante des arbres jeunes parce qu'on ne peut pas planter un arbre adulte. On plante toujours un arbre quand il est en début de croissance. Rappelez-vous les platanes de la place de Gaulle. Quand on les a plantés, les gens ont dit il n'y aura jamais d'ombre. En quelques années, bien entendu, l'arbre se développe et il devient adulte. Et puis, l'arbre, il est comme tout ce qui est vivant, comme tout ce qui est humain, comme tout ce qui est fragile. Un jour, il meurt. Et puis, il y a des arbres qui poussent tout seuls, comme à la pinède.
Non, il pousse pas tout seul. La Pinède, c'est un endroit dans lequel, effectivement, on voulait à un moment donné, au début du siècle dernier, reconquérir cet espace, qui était un marais. Et les gens de l'époque pensaient que si on plantait des arbres, ça allait pomper l'eau. Ils avaient pas tort d'ailleurs. Hein. Et donc ils ont planté des pins. Et donc si vous regardez le cap d'Antibes du début du siècle, 1900 dernier, vous allez voir un rocher. Voilà. Et puis la terre végétale est apportée par les gens qui trouvent que le climat est intéressant en hiver, surtout des anglo-saxons, et puis ils plantent des pins, et puis ça fait une pinède. Donc la pinède, quand on me dit revenons à ce qui était il y a 100 ou 200 ans, si on revient à ce qui était il y a 100 ou 200 ans, on a des marais et des rochers. Vous avez un jardin préféré ? Un jardin public, j'entends. Ah, j'aime bien le jardin Pauline, moi. Ce jardin, on ne le sait pas, mais il est occupé par des espaces rares. Et donc, on devrait faire un peu plus de pédagogie autour du jardin Pauline, parce qu'à la fois, il est joli, il est esthétique, il est en plein cœur urbain. Il y a cet aspect jardin d'enfants, mais il y a aussi cet aspect préservation du patrimoine végétal de la ville. En ce moment, le théâtre Antea accueille Danny Boone. Je crois que vous avez une histoire à nous raconter par rapport à... Ah oui, Danny Boone, alors c'est un artiste de grand talent qui transpire la gentillesse, voilà. Et donc il a un humour de dérision et il a un spectacle assez extraordinaire sur la société d'aujourd'hui, cette domination du numérique sur nos vies, cette dépendance qu'on a vis-à-vis du portable, etc. Donc il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de réalité, il y a beaucoup de choses vécues. Et puis, Danny Boone, c'est un souvenir lointain, puisqu'on oublie que Danny Boone est venu il y a une trentaine d'années à Antibes. Il était accueilli par Monette Candela au Théâtre de la Marguerite, wow, qui est devenu aujourd'hui Théâtre du Tribunal. Et il faisait un one-man show. Bon, là, hier, il y avait 1200 personnes qui l'applaudissaient debout. Quand il venait au Théâtre de la Marguerite, il y avait une quarantaine de personnes qui l'applaudissaient poliment. Donc, j'ai trouvé que c'était attendrissant de voir cet homme qui se souvenait du passé antibois, de ses débuts, et aussi un immense talent d'un retour sur scène, qui est une bête de scène. Voilà. Vous avez ri ? Bah oui, j'ai beaucoup ri. Oui, j'ai beaucoup ri. Il a un rire, il a un rire très, voilà, bon enfant. Voilà, j'aime bien ces rires dénués de méchanceté. Il y a encore quelques séances. Je conseille aux Antibois à aller au théâtre Antea. Enfin, j'ai pas besoin de leur conseiller parce que les salles, chaque fois que j'y vais, elles sont combles. Quand on pense qu'il y a 15 000 abonnés, que Antea est le deuxième théâtre de France après la Comédie Française en termes de fréquentation, on se dit qu'on a la fierté d'avoir un paysage culturel intéressant sur la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Merci Jean Leonetti. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes-Juan-les-Pins. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.